Nous allons maintenant aborder le premier des deux chapitres sur les propriétés mécaniques de l'appareil respiratoire. Nous allons parler là des propriétés élastiques. La contraction musculaire, comme nous l'avons vu, va être responsable de variations de pression alvéolaire, ce qui va permettre au sujet d'avoir une ventilation pulmonaire correcte. Mais cette contraction musculaire ne va pas être uniquement utilisée pour déplacement de la cage thoracique et donc les variations de pression alvéolaire. Une partie de cette contraction musculaire va servir à s'opposer aux propriétés mécaniques du poumon, les forces de rétraction élastique, leur résistance au passage de l'air et les frottements tissulaires. Aujourd'hui, nous allons voir les propriétés élastiques de l'appareil respiratoire. Et ce sont à ces forces de rétraction élastique que va devoir s'opposer en partie la contraction musculaire. Nous allons donc voir les propriétés élastiques du thorax et du poumon, et puis nous parlerons d'une notion importante de compliance thoraco-pulmonaire, sans beaucoup rentrer dans les détails de mesure et d'analyse, mais il s'agit d'une notion importante dont nous vous donnerons les bases. Alors, le système poumon-cage thoracique est une structure élastique. Au cours de l'inspiration calme, les muscles inspiratoires vont devoir vaincre cette élasticité pour faire pénétrer l'air dans les poumons. Donc, au cours de l'inspiration, le système va devoir lutter contre ces propriétés élastiques du poumon et de la cage thoracique. Au cours de l'expiration calme, à l'arrêt de la contraction des muscles inspiratoires, la force de rétraction élastique du poumon va ramener le système à sa position de repos sans contraction musculaire expiratoire. Donc lors d'une expiration calme, ces propriétés élastiques du poumon et de la cage thoracique vont permettre de manière tout à fait passive l'expiration du sujet. En fait, le poumon et la cage thoracique sont chacune elle-même une structure élastique et les deux structures sont solidaires l'une de l'autre. On l'a déjà vu, la contraction des muscles inspiratoires va étirer la cage thoracique qui va permettre l'étirement du poumon. Or, lorsque l'on étire ou à l'inverse que l'on comprime une structure élastique, on va générer une pression qui va tendre à ramener la structure à son état initial qu'on appelle le volume de relaxation ou le volume de repos. Toujours une généralité qui concerne le poumon, la cage thoracique, l'association poumon-cage thoracique, mais aussi n'importe quelle structure élastique. Le volume qui règne dans la structure élastique va être directement proportionnel à la différence de pression de part et d'autre de la paroi. Cette différence de pression s'appelle la pression transmurale, on l'appelle aussi la pression de distension pariétale. Plus elle augmente, plus effectivement elle va distendre la structure. Et on peut caractériser cette structure élastique justement par la courbe pression transmurale volume. C'est ce qu'on a indiqué sur le schéma de droite où on représente les variations de volume en fonction des variations de pression transmurale. Donc on voit que plus on augmente la pression transmurale, plus le volume augmente jusqu'à atteindre une limite qu'on appelle la limite élastique. Quand la structure a atteint cette limite élastique, elle est instable et peut se rompre. Et puis on arrive aussi, lorsqu'il n'y a pas du tout de pression transmurale qui s'exerce sur la structure élastique, au volume de relaxation. Dans les structures biologiques, ce volume de relaxation n'est pas nul. Quand le poumon est au repos, son volume n'est pas nul. À l'inverse, si on prend un ballon de latex ou un gant en caoutchouc, un gant de chirurgien en caoutchouc, lorsqu'il n'y a pas de pression transmurale qui s'exerce sur cette structure en latex, le volume de relaxation ou de repos est nul. Et bien dans les structures biologiques, qu'il s'agisse des voies aériennes, des vaisseaux, de la vessie, du poumon, de la cage thoracique, ce volume de relaxation ne sera pas égal à 0. La pente de cette courbe, delta V sur delta P, représente la compliance. Et cette compliance va caractériser la distensibilité de la structure. Plus la compliance est grande, plus la structure est distensible. Cela veut dire que pour une petite variation de pression transmurale, on aura une augmentation de volume conséquente. Alors comment est-ce qu'on peut mettre en évidence l'élasticité du thorax et du poumon ? Bien, on a représenté ici schématiquement en gris le poumon,
schématiquement en orange la cage thoracique, avec entre les deux l'espace pleural qui bien entendu n'est pas du tout à l'échelle. Au repos, à la capacité résiduelle fonctionnelle, on a dans l'espace pleural une pression qui est légèrement négative, moins 5 cm d'eau, et on a d'un côté le poumon qui va avoir tendance à se rétracter, qui va attirer la plèvre viscérale et donc la plèvre pariétale vers l'intérieur, et puis à l'opposé, de manière équilibrée, on a la cage thoracique qui va avoir tendance à s'expandre, à attirer le feuillet pariétal de la plèvre, mais l'ensemble est au repos car les deux pressions s'annulent. Si l'on crée une brèche dans l'espace pleural, que l'on met cet espace pleural en lien avec la pression atmosphérique, eh bien, chacune des deux structures élastiques va reprendre sa position de repos, va atteindre son volume de relaxation ou de repos. Donc le poumon va avoir tendance à se ratatiner sur lui-même, il n'est plus maintenu par la force d'expansion de la cage thoracique. Et la cage thoracique va avoir tendance à s'expandre, elle n'est plus retenue par la traction du poumon. C'est une situation que l'on rencontre en médecine dans le cadre de ce qu'on appelle un pneumothorax. Il existe plusieurs façons d'avoir un pneumothorax. Par exemple, si on reçoit un coup de couteau entre les côtes, on va avoir cette brèche entre l'espace pleural et la pression atmosphérique. Et on voit sur le cliché thoracique de face à gauche que le poumon s'est complètement ratatiné, c'est la zone blanche que l'on voit à la gauche du cœur, alors que on voit une hyperclarté dans le reste du poumon droit. Si l'on compare le poumon droit au poumon gauche, on voit que du côté droit, on a une clarté beaucoup plus importante, et puis on voit aussi que l'hémicage thoracique droite s'est distendu par rapport à l'hémicage thoracique gauche. Alors, une façon de pallier à ça, c'est de mettre un petit cathéter dans l'espace pleural, d'aspirer pour recoller les deux feuillets de la plèvre et recréer une pression négative dans la plèvre. Et à ce moment-là, la cage thoracique va reprendre sa position, le poumon va reprendre sa position et on n'a plus de différence entre le côté gauche et le côté droit. C'est ce qu'on voit sur le cliché de droite après la pose d'un drain. Les deux hémicages thoraciques ont à peu près le même volume et on voit que le poumon droit est revenu en contact avec la paroi de la cage thoracique droite. Alors ces deux structures qui sont solidaires l'une de l'autre sont toutes les deux élastiques mais avec des facteurs différents pour expliquer l'élasticité de la cage thoracique et l'élasticité du poumon. Pour l'élasticité de la cage thoracique, les choses sont assez simples, il s'agit uniquement des facteurs anatomiques. Pour l'élasticité du poumon, nous allons être obligés de passer un petit peu plus de temps parce qu'il existe à la fois des facteurs histologiques et un facteur physico-chimique. Donc la cage thoracique, elle est composée d'un squelette ostéocartilagineux, de muscles, de ligaments qui vont conférer à la cage thoracique des propriétés élastiques. Donc ça, c'est relativement simple. Pour les propriétés élastiques du poumon, on a d'abord des facteurs histologiques. L'interstitium alvéolaire est composé de fibres élastiques, de fibres de collagène. De même, dans les parois de l'arbre bronchique, on va retrouver beaucoup de fibres élastiques. Et puis, à l'intérieur du poumon, on a une structure alvéolaire, on a un contenu liquidien. Et tout cela confère une certaine élasticité au tissu pulmonaire. Et ces facteurs histologiques représentent à peu près 50% des propriétés histologiques du poumon. À côté de ces facteurs qui sont assez simples à se représenter, il existe un facteur physico-chimique qui est responsable d'une tension superficielle qui va elle-même créer un certain nombre de forces élastiques. Et les forces élastiques qui sont dues à la tension superficielle représentent à peu près 50% des propriétés élastiques du poumon. Et on va s'y attarder un petit peu. Comment est-ce qu'on a pu mettre en évidence le rôle de cette tension superficielle dans les propriétés élastiques et les propriétés mécaniques du poumon? Eh bien, il s'agit d'une expérience ancienne où on a pris un poumon isolé de chat, donc isolé de la cage thoracique, on regarde uniquement l'élasticité pulmonaire et on distend ce poumon isolé soit avec de l'air, soit avec du liquide. Et on peut, comme pour toute structure élastique, construire une courbe pression transmurale volume. Alors la courbe à l'inspiration est un peu différente de l'expiration, mais on voit que on obtient une certaine compliance, une certaine pente de cette courbe. Et puis on répète l'expérience en distendant cette fois le poumon avec du sérum physiologique, c'est de l'eau avec du chlorure de sodium, et on voit que
Quand on supprime la présence d'air à l'intérieur de la structure élastique qu'est le poumon, eh bien, on a une compliance beaucoup plus élevée avec une pente de la relation pression transmurale volume qui est beaucoup plus raide. La compliance est beaucoup plus élevée. Pour la même variation de pression transmurale, on obtient une plus grande variation de volume. En fait, tout ça est dû au fait que, à l'intérieur des alvéoles, on a un contact entre de l'air et une surface liquidienne. Dans un liquide, c'est ce qui est représenté sur la figure de droite, les molécules qui sont en profondeur du liquide vont être soumises à des forces d'attraction aléatoires qui vont finir par s'annuler et les molécules ne vont pas avoir de mouvement particulier. Et en revanche, à l'interface entre l'air et le liquide, les molécules B, elles vont être attirées préférentiellement les unes vers les autres et vers l'intérieur. Ceci va avoir comme conséquence que l'interface air liquide va se rétracter pour atteindre une surface minimum. Quand vous déposez un petit peu de liquide sur une surface plane, vous allez voir que très rapidement ce liquide va avoir tendance à prendre une forme de goutte sphérique pour laquelle l'interface entre l'air et le liquide a une surface minimale. Eh bien, la tension superficielle, c'est la force superficielle de contraction du liquide grâce à laquelle cette interface air-liquide tend à être la plus réduite possible. Alors, comment est-ce que ça s'applique au poumon? Là, on a schématisé à gauche une goutte de liquide dans de l'air, et donc la goutte d'eau va avoir tendance à tendre vers la surface d'interface air liquide la plus restreinte et donc à obtenir une forme sphérique. Dans les alvéoles, on estime que les différentes cellules qui tapissent les alvéoles, les pneumocytes de type 1, les pneumocytes de type 2, sont assimilées à une lame de liquide qui va entourer un espace gazeux qui va contenir de l'air. Donc dans les alvéoles, pour essayer de minimiser cette interface air-liquide, on va avoir une tension superficielle qui va avoir tendance à collapser les alvéoles, à les faire se ratatiner sur eux-mêmes. Et la tension superficielle qui règne dans les alvéoles est élevée, avec une tendance très forte pour ces alvéoles à essayer d'avoir la surface d'interaction avec le liquide la plus petite possible. Dans une sphère, puisqu'on peut assimiler les alvéoles à une sphère, l'effet net de la tension superficielle des parois, si rien n'est fait pour s'y opposer, ça va être le collapsus de la sphère. La sphère va avoir tendance à se collaber sur elle-même. C'est ce que vous voyez quand vous faites une bulle de savon. Au bout d'un certain moment, la sphère va disparaître parce que elle aura eu tendance à se collaber sur elle-même. Si on se trouve dans une sphère élastique qui est distensible, on va pouvoir atteindre un équilibre si la pression qui règne dans la sphère, la pression P de distension, est égale à 2 fois la tension superficielle divisée par le rayon. En d'autres termes, si la tension superficielle est équilibrée par la pression de distension, alors évidemment le rayon rentre en ligne de compte, eh bien on aura un équilibre et la structure gardera son intégrité. Il s'agit de la loi de Laplace, donc la pression de distension lorsqu'elle est égale à 2 fois la tension superficielle divisée par le rayon donne une sphère qui est tout à fait stable. Alors ça c'était une parenthèse, on va y revenir bien entendu dans la diapositive suivante, mais que se passe-t-il si on ajoute un agent tensioactif à l'interface air-liquide? Si on ajoute un agent qui va diminuer la tension superficielle, eh bien on aura une diminution de la force de restriction de la paroi. Dans les alvéoles, cet agent tensioactif est le surfactant. Il s'agit d'une lipoprotéine complexe dont je ne vous demande pas de retenir la structure, mais qui est composée de phospholipides, d'apoprotéines et de calcium.
Et lorsque les alvéoles sont tapissés de cet agent tensioactif, eh bien la force de rétraction de la paroi va être très nettement diminuée et donc va permettre d'équilibrer la sphère en question, la sphère alvéolaire en question, et d'empêcher son collapsus. Alors ce surfactant, il est sécrété par les pneumocytes de type 2 à partir d'acides gras qui sont extraits du sang capillaire. Et chez le fœtus, les pneumocytes de type 2 vont commencer à sécréter du surfactant uniquement à la fin de la grossesse. La demi-vie de ce surfactant est courte. Une fois qu'il est dans l'espace alvéolaire, il va être facilement phagocyté par des macrophages alvéolaires, par les pneumocytes de type 2, et puis il va être décomposé en ces différentes parties qui pourront repasser dans les capillaires ou être de nouveau utilisés par les pneumocytes de type 2 pour resynthétiser du surfactant. Le rôle physiologique principal de ce surfactant, c'est donc de diminuer la tension superficielle alvéolaire et de ce fait d'augmenter la compliance pulmonaire et de permettre, grâce à la diminution des forces de rétraction élastique, pour une même différence de pression, d'augmenter la différence de volume obtenue. On peut suppléer au surfactant naturel de l'individu par l'injection intratrachéale de surfactant de synthèse qui va aller se déposer dans les alvéoles et qui va permettre de remplacer l'agent tensioactif endogène du surfactant endogène. Donc, ces propriétés tensioactives du surfactant ont une caractéristique très particulière, c'est qu'elles vont varier en fonction du rayon alvéolaire. En fait, quand l'alvéole est distendue, l'épaisseur de la couche de surfactant va varier et cela va affecter ses propriétés tensioactives. Mais tout ça est fait de manière à ce que le rapport 2T sur R, c'est-à-dire la pression de distension qui règne dans l'alvéole, soit constante. Donc, la loi de Laplace nous dit que la pression de distension qui règne dans l'alvéole est égale à 2T sur R. Si on n'a pas de surfactant, on a la situation qui est représentée à gauche. Les alvéoles, au niveau du poumon, ne sont pas tous de la même taille. On a des alvéoles de petite taille, comme en A, et des alvéoles de grande taille, comme en B. S'il n'y a pas de surfactant, la tension superficielle dans les alvéoles de petits rayons est très importante et cette sphère alvéolaire va avoir tendance à se collaber. La pression qui règne dans les alvéoles de type A va être supérieure à la pression qui règne dans les alvéoles de type B où la tension superficielle est moindre et les alvéoles vont, entre guillemets, se vider dans les alvéoles de type B. Donc, au maximum, on a la situation qui est décrite à droite, où les alvéoles de petite taille vont complètement se collaber, et en revanche, les alvéoles de grande taille vont être distendues. Et ces deux situations sont de mauvaises situations pour la ventilation pulmonaire. On n'arrivera pas bien à ventiler ni les alvéoles qui sont collabées, ni les alvéoles qui sont distendues. Sans surfactant, la tension qui règne dans les alvéoles est constante. Et donc, comme on a un mélange d'alvéoles de tailles différentes, les petits alvéoles vont avoir tendance à se vider dans les gros alvéoles, entraînant des disparités de la taille des alvéoles. Grâce à l'application de surfactants, la situation change. La situation qui est représentée à droite est celle où on a du surfactant dans les alvéoles, représenté par les petites étoiles rouges, qui permet, quelle que soit la taille de l'alvéole, de maintenir une tension superficielle identique et donc une pression identique dans les alvéoles de type A et de type B. Ce surfactant va abaisser la tension superficielle de manière plus marquée dans les petits alvéoles que dans les gros, de manière à équilibrer les pressions dans les deux types d'alvéoles, de manière à pouvoir les stabiliser. Donc, en présence de surfactants, la tension superficielle est élevée à haut volume pulmonaire. On est dans une situation où les alvéoles sont distendues, ça va augmenter la pression de rétraction élastique du poumon. Et en revanche, à bas volume pulmonaire, les alvéoles vont être stabilisées et le surfactant va empêcher qu'ils se collabent complètement. Alors, il existe une situation où on a un déficit de ce surfactant, c'est dans le syndrome de détresse respiratoire du prématuré. Je vous ai dit que les pneumocytes de type 2 commençaient à sécréter le surfactant en fin de grossesse. En fait, les pneumocytes de type 2 apparaissent vers la 22e semaine d'aménorrhée et un surfactant fonctionnel efficace est sécrété seulement à la 36e semaine d'aménorrhée. Donc chez un prématuré,
qui naît avant la 36e semaine d'aménorrhée, on peut avoir un déficit de surfactant qui va être responsable du collapsus des petits alvéoles, de la distension des gros alvéoles et donc d'une mauvaise ventilation pulmonaire. Et puis le fait de diminuer la compliance pulmonaire va entraîner un travail respiratoire plus important. Et donc pour permettre à ces bébés de respirer de manière plus efficace, on peut les supplémenter en surfactant en injectant directement dans leur voie aérienne du surfactant qui va aller se déposer à la surface des alvéoles. Ou si on a une menace d'accouchement prématuré, on peut traiter la mère avec des corticoïdes qui vont avoir comme effet d'accélérer le développement des pneumocytes de type 2 et d'accélérer la maturation du surfactant de manière à ce que lorsque l'enfant naît, même s'il est un peu prématuré, son surfactant soit de meilleure qualité. On va maintenant voir comment, dans le système thoraco-pulmonaire, on peut mesurer la compliance et ce qu'elle nous donne comme information. On a vu la compliance d'une structure élastique généralisée. Là, on va voir ce qui se passe au niveau du thorax et du poumon. Donc, dans le système respiratoire, le volume qui est impliqué, c'est le volume pulmonaire. C'est ce volume-là qu'on peut mesurer. Il est quasiment égal au volume de la cage thoracique puisque les deux évoluent ensemble. Et les pressions impliquées vont être les pressions à l'extérieur du système complet, la pression atmosphérique, les pressions alvéolaires et les pressions pleurales. Donc, je vous redis que le volume qui règne dans la structure élastique est directement proportionnel à la différence de pression de part et d'autre de la paroi, proportionnelle à la pression transmurale. Alors, quelles sont ces différentes pressions transmurales dans le système thoraco-pulmonaire? On a donc la pression atmosphérique qui règne à l'extérieur, la pression alvéolaire qui règne à l'intérieur du poumon et la pression pleurale qui règne entre le poumon et la paroi de la cage thoracique. La pression transpulmonaire est la pression transmurale qui règne de part et d'autre du poumon et elle est égale à la pression alvéolaire moins la pression pleurale. La pression transthoracique, la pression transmurale qui s'applique sur la cage thoracique, est égale à la pression pleurale moins la pression atmosphérique. Et enfin, la pression transmurale de l'ensemble thoraco-pulmonaire, la pression transthoraco-pulmonaire, est égale à la pression alvéolaire moins la pression atmosphérique. À plusieurs reprises, on a parlé de la pression pleurale. En routine, il est impossible de mesurer de manière directe cette pression pleurale. Et on va en fait se servir de la pression qui règne à l'intérieur de l'œsophage pour estimer la pression pleurale. L'œsophage est situé dans la cage thoracique et il est lui-même une structure élastique qui va être sensible aux variations de pression qui vont s'exercer tout autour de lui. Lorsque la pression pleurale diminue, ces variations de pression sont transmises à la pression œsophagienne. Et il est donc possible, en plaçant un cathéter de pression œsophagienne à l'intérieur de l'œsophage, ce cathéter est représenté dans la petite photo en haut à droite, il est possible, grâce à ce cathéter, d'estimer la pression pleurale. Alors, en valeur absolue, les deux pressions ne sont pas identiques, mais les variations de pression sont identiques. On fait donc avaler au sujet ce cathéter de pression pleurale, après avoir anesthésié le nez, bien sûr. On mesure la pression à la bouche. Lorsque le sujet ne respire pas, les pressions s'égalisent tout au long de l'arbre bronchique et la pression alvéolaire est identique à la pression buccale. On mesure par ailleurs le volume pulmonaire et on demande au sujet de vider complètement ses poumons, de se mettre au volume résiduel et d'augmenter progressivement son volume pulmonaire, à chaque fois en faisant un petit palier d'apnée. Donc on lui demande d'augmenter le volume du volume résiduel jusqu'à la capacité pulmonaire totale. À chaque palier, on mesure la pression buccale qui, puisque le sujet s'arrête de respirer, est égale à la pression alvéolaire. Et on peut donc mesurer de cette façon la relation entre la pression transmurale et le volume pulmonaire. Et puis, on détermine en général autour de la ventilation de repos la pente de la courbe, delta V sur delta P, et on peut donc ainsi calculer la compliance. Alors, on peut calculer avec ce système la courbe pression-volume et donc la compliance du poumon uniquement, du thorax uniquement, ou du système thoraco-pulmonaire, tout dépend de quelle pression transmurale on parle.
Si on veut calculer la courbe pression-volume et la compliance pulmonaire, on prend la pression transmurale qui s'applique sur le poumon, c'est-à-dire pression alvéolaire moins pression pleurale. À chaque étape, à chaque palier, on mesure la pression alvéolaire, qui est égale à la pression buccale. On en déduit la pression pleurale, qu'on mesure par l'intermédiaire de la pression œsophagienne, et on peut donc ainsi construire la courbe pression-volume pour le poumon. Et on procède de la même manière pour le thorax et pour le système thoraco-pulmonaire. Alors, quelques mots de la façon dont on analyse ces courbes. Quand on regarde la compliance pulmonaire, donc je vous ai dit, on la mesure en général au niveau de ventilation de repos. Et chez un sujet normal, cette compliance est de l'ordre de 200 ml par centimètre d'eau. Là encore, il ne s'agit pas de chiffres à apprendre par cœur, mais il faut avoir une idée des chiffres de compliance pulmonaire. Donc pour mobiliser un volume de 500 ml, qui est le volume courant d'un sujet normal, on a besoin de créer une pression transpulmonaire de 2,5 cm d'eau. Il existe des sujets chez qui la trame élastique du poumon est abîmée. C'est les sujets qui sont atteints d'un emphysème. Et ces sujets, qui sont représentés par la deuxième courbe, ont une compliance augmentée par rapport au sujet normal. C'est-à-dire que leur compliance est par exemple de l'ordre de 300 ml par centimètre d'eau, et que donc pour mobiliser le même volume courant de 500 ml, la pression transmurale qu'il faut développer n'est que de 1,7 cm d'eau. Donc ça paraît une situation favorable. En fait, dans l'emphysème, la destruction de la trame élastique du poumon s'accompagne d'autres anomalies qui font qu'il s'agit d'une situation pathologique. Mais la compliance est augmentée. À l'inverse, chez d'autres sujets, la structure élastique du poumon est anormale, non pas parce que les fibres élastiques sont détruites, mais parce qu'on a une accumulation de fibres collagènes dans l'espace interstitiel. Il s'agit des sujets qui ont une fibrose pulmonaire, et donc les propriétés élastiques du poumon sont diminuées, les propriétés histologiques élastiques du poumon sont diminuées, et là la compliance est diminuée. On a pris là l'exemple en 3 d'un patient atteint d'une fibrose pulmonaire sévère, avec une compliance de 10 ml par centimètre d'eau, ce qui fait que pour toujours le même volume de 500 ml, le sujet est obligé de développer une pression de 50 cm d'eau. Bien sûr, cela nécessite une contraction musculaire encore plus importante que chez le sujet normal. Donc à terme, le sujet peut se fatiguer et ne pas être capable de mobiliser ce volume de 500 ml. On peut, grâce à la mesure du volume pulmonaire et des différentes pressions, construire aussi une courbe pression-volume pour la structure élastique qui est le thorax, en calculant une compliance thoracique. Cette compliance thoracique est du même ordre de grandeur que la compliance pulmonaire. À ma connaissance, il n'y a pas d'affection dans laquelle cette compliance est augmentée. En revanche, la compliance peut être diminuée dans plusieurs pathologies, en particulier des pathologies qui vont affecter le squelette ostéocartilagineux, comme la kyphoscoliose, qui est représentée en bas à droite, et des pathologies qui modifient la structure histologique du thorax, comme dans l'obésité, qui est représentée en haut à droite. La compliance thoraco-pulmonaire peut être calculée de la même manière. Avec ce qu'il faut noter, c'est que le volume de relaxation du système thoraco-pulmonaire représente la capacité résiduelle fonctionnelle. Donc je vous ai dit que c'est le volume de repos du système. Ça n'est pas le volume de repos ni du poumon isolé, ni de la cage thoracique isolée. C'est le volume de repos, de relaxation de l'ensemble solidaire thorax-poumon. Et bien entendu, toute pathologie qui affecte la compliance thoracique ou la compliance pulmonaire va affecter dans le même sens la compliance thoraco-pulmonaire. L'élasticité pulmonaire va permettre l'expiration calme en ramenant progressivement le système à sa position de repos, à la CRF. Mais à l'inspiration, une partie de l'activité musculaire respiratoire doit être utilisée pour vaincre cette élasticité thoraco-pulmonaire. Donc il y a 2 façons d'exprimer ça. Pour une activité musculaire donnée, le volume courant, le delta V, sera d'autant plus grand que la compliance thoraco-pulmonaire sera élevée. Mais on peut aussi exprimer ça d'une autre manière. Si on veut atteindre un volume courant donné, un delta V donné, l'activité musculaire qu'il faudra développer sera d'autant plus importante que la compliance thoraco-pulmonaire sera basse.
Alors, les propriétés élastiques s'étudient en général en état statique. On a demandé au sujet de faire des paliers d'apnée pendant lesquels il n'y a pas de débit aérien. Pour compliquer les choses, bien entendu, on peut aussi étudier ces propriétés élastiques en conditions dynamiques, avec des propriétés un petit peu différentes pendant l'inspiration et l'expiration. Mais surtout, la ventilation étant un phénomène éminemment dynamique, il va falloir étudier les phénomènes de résistance au passage de l'air, et c'est l'objet du prochain chapitre où nous allons étudier les propriétés résistives de l'appareil respiratoire.